Bonjour à toutes et à tous. Je suis le nouvel agent de mobilisation de la RUIVG, c'est-à-dire Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. Elle est gentiment appelée la RUI et elle est une démarche qui vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social. Le principal objectif est de favoriser l'équité et d'améliorer la qualité du milieu de vie de tout ça dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté, les organismes, les résidents, les commerçants du milieu, ainsi que les intervenants travaillent ensemble pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut participer de diverses façons, soit en étant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, soit en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Ce balado est un des projets de la RUI. Bonjour à toutes et à tous, ici Eric donc de la RUI du Vieux-Gatineau. Merci d'être à notre écoute pour ce deuxième balado de la RUI du Vieux-Gatineau. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la suite de l'histoire du Vieux-Gatineau, donc que nous a préparé Bernard Lacroix, mais aussi nous avons un nouvel invité, c'est Gabriel Noël Letendre. Gabriel travaille au CREDO. Donc le CREDO signifie le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc c'est un organisme dédié aux enjeux environnementaux. Il va pouvoir vous en parler beaucoup plus. Il va vous parler aussi de la consultation qu'il est en train de préparer pour le public. Bonjour Gabriel. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Écoute, tu vas pouvoir nous parler du Credo, de ce que tu fais dans le Credo et des projets à venir. Je vais te laisser le micro et puis c'est à toi. Super, merci. Donc, oui, c'est ça. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais est un organisme à but non lucratif qui travaille vraiment sur les causes environnementales pour la région de l'Outaouais. Donc, spécifiquement, il y a un volet sur l'économie circulaire et sur l'adaptation au changement climatique. Et puis, je suis dans l'équipe d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est tout à fait d'actualité, oui, c'est ça, avec les inondations notamment. On travaille dans le Vieux-Gatineau à faire un plan directeur d'aménagement pour les terrains vacants, laissés vacants suite aux inondations. Il y a de nombreuses maisons qui ont été détruites malheureusement. Et puis là, ça fait un changement à la communauté. Et puis, c'est maintenant aux gens de cette communauté-là de déterminer qu'est-ce qu'on veut pour le futur, qu'est-ce qu'on fait avec ces espaces-là, et puis en même temps, comment est-ce qu'est-ce qu'on veut définir. Ces espaces-là peuvent être utilisés pour toutes sortes de choses, et puis on peut vraiment y organiser des activités, on peut y mettre différents types d'aménagements. Donc, c'est à ça que va servir le plan directeur d'aménagement, vraiment essayer d'aller rassembler les idées de tout le monde, de les mettre dans un plan et puis de faire des représentations concrètes de ce que le futur de la communauté pourrait être. D'accord. Donc, le plan est élaboré en partenariat avec la RUI et avec la ville de Gatineau. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les idées circulent entre la ville et la communauté et le Credo. Donc, je pense que ce qui est très intéressant de la démarche du PDA, c'est définitivement qu'on prend le temps de réfléchir non seulement à notre communauté, mais aussi à ce que méritent ces terrains où des gens ont habité parfois pendant plusieurs générations et puis ils ont vu vraiment leur vie être transformée. Puis donc, je pense qu'on prend le temps aujourd'hui de réfléchir à comment on peut honorer ces espaces-là pour qu'ils continuent à apporter à la communauté. Donc, je suis là aujourd'hui, en fait, pour vous inviter à participer à ce plan directeur d'aménagement parce que c'est pas le Credo qui prend des décisions là-dedans. Nous, on est là purement pour mettre en place un processus de participation. On est là pour que votre voix se fasse entendre et qu'elle soit représentée dans des plans et que les projets qui en ressortent soient votés par des budgets de la ville qui soient concrétisés. Donc, simplement, là, il y a 3 façons de participer en ce moment pour tout le mois de mars. La première façon, c'est en allant sur le site web du Credo au creddo.ca/PDA
pour plan directeur d'aménagement, donc le credo.ca/PDA. Durant tout le mois de mars, vous pouvez remplir un questionnaire en ligne qui est très simple à remplir. Là, on coche quelques questions et puis il y a quelques autres questions à développement si vous vous sentez inspiré. Sinon, rendez-vous sur une des boîtes à idées. Il y en a une dizaine qui sont un peu partout dans le quartier, dans des commerces, à des organismes. Sentez-vous bien à l'aise d'y répondre? Oui. Excuse-moi de te couper, ici dans le Vieux-Gatineau, dans des commerces, des organismes, lesquels par exemple? On a la Soupière de l'Amitié, Campus 3, la maison de quartier à l'édifice John Locke, le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau, le CVQ. On a une boîte au CHSLD Ernest Brisson, au Petit Café Notre-Dame, à la Friperie de l'Amitié, chez Multiservices Verts. Et puis, potentiellement, à d'autres endroits là, dans le futur, que je suis en train de faire la tournée, là, de voir qui est intéressé à avoir une boîte. Vraiment, ça prend 10 minutes, remplir le petit questionnaire, glisser ça dans l'enveloppe, et puis on va récupérer ça pour faire des plans avec à la fin. Il y a une autre opportunité aussi si vous n'aimez pas les questionnaires. Par exemple, c'est mon cas, je trouve ça un peu impersonnel, mais c'est de venir nous rencontrer en personne pendant les journées portes ouvertes. Donc, il va y avoir 2 journées au mois de mars, le 18 et le 19 mars. De 9 h le matin à 8 h le soir. On va être au comité de vie de quartier au 89 rue Jean-René Monette. Toute la journée, on vous écoute, on prend des notes. 18 et 19 mars, on est là pour discuter avec vous. Donc vraiment, là, venez le matin, le soir, quand vous voulez, on va prendre le temps. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, moi, je suis prêt à me déplacer, vous rencontrer avec votre association, vos voisins, vos amis, vos collègues, votre groupe social, votre club d'échecs, les gens autour de vous qui veulent discuter de l'avenir de votre quartier. Je me déplace, puis on va jaser de ça. C'est superbe. Très bien, merci Gabriel. Est-ce que, donc il y a une consultation, ici tu reçois le 18 et le 19 au CVQ. Est-ce qu'il y a des prochaines consultations? Est-ce qu'il y a d'autres dates? Donc, le projet a 3 phases, si vous voulez. La première phase, c'est établir la vision. On veut comprendre quels sont les besoins, quelles sont les intentions, quelles sont les opportunités. Et puis, ça a lieu tout le mois de mars. Ensuite, on va remettre les résultats de cette implication à un architecte paysagiste qui va faire des propositions de plans. Et on va pouvoir réagir à ces propositions-là tout le mois d'août. Alors, il va y avoir encore des journées portes ouvertes au mois d'août. Il va y avoir encore des rencontres. Il va y avoir encore des boîtes à idées au mois d'août. Les gens vont avoir un mois, tout le mois d'août, pour donner leur avis. Et on va retourner à la table des dessins, faire les croquis, faire les schémas. Et puis, en février 2021, on va pouvoir consulter les résultats. C'est très bien. Et puis pour que nos auditrices et puis auditeurs donc, saisissent bien le principe du credo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le credo? Quand est-ce qu'il est apparu? Donner un petit peu son historique et donner son objectif avec des exemples, par exemple, de ce qui est fait. Oui, bien sûr. Donc, le credo est un travail en concertation qu'on appelle des acteurs en environnement depuis les années 90. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui ont des intentions au niveau du travail en environnement et puis de les rassembler ensemble autour de projets pour faire un milieu de vie qui est plus durable, qui est plus agréable et une planète qui va pouvoir accueillir des humains encore pour plusieurs générations. C'est un très beau projet, Gabriel. Je te remercie beaucoup pour ta participation et puis pour ton annonce. Et puis, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va participer. Bonne continuation dans tes projets et puis à bientôt. Merci beaucoup, c'est super gentil de m'avoir invité. Puis, si les gens veulent me contacter, là, je pense que la rue a mes coordonnées, il n'y aura pas de problème, je suis toujours à l'écoute. Si tu veux les donner là aussi, on peut te contacter par courriel. Oui, absolument. Je pense que peut-être on peut les mettre en commentaire du podcast. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Au revoir. Bien, alors dans cette deuxième capsule sur l'histoire du Vieux-Gatineau, je vais vous lire le texte que Bernard Lacroix nous a rédigé.
En fait, il ne pouvait pas donc venir pour être avec nous dans cette balado-diffusion. En revanche, il m'a donné l'autorisation de vous lire le texte qu'il a écrit, que je trouve très intéressant. Ce texte qu'il nous a écrit, donc je vais vous le lire sur une partie et je le poursuivrai. Vous pourrez avoir ensuite la suite de l'histoire du vieux Gatineau et puis de l'histoire de la CIP dans la troisième et dernière capsule sur l'histoire du vieux Gatineau. Donc voilà, bah écoutez, je vais commencer la lecture de son texte. Donc aujourd'hui, Bernard nous parlait de l'histoire invraisemblable de la grosse usine de papier journal à Gatineau. Cette papetière que la CIP Canadian International Paper a décidé de construire dans le canton agricole de Templeton West et qui a coûté quand même la belle somme de 26 millions en 1926, c'est un investissement de cette envergure. Aujourd'hui, aurait coûté autour d'1 milliard. Donc la population comptait à cette époque-là environ 890 habitants. Euh, c'est une usine qui a en quelque sorte ouvert la porte à Gatineau, une porte qu'on avait surnommée Gatineau Mills au tout début. Les pionniers qui ont démarré cette usine ont donné vie à toute une collectivité. Mais bon, nous allons retourner en arrière pour en apprendre davantage sur le début de sa naissance. Nous allons aborder la Riordon. Donc, les frères John et Charles Riordon ont été les pionniers du papier au Canada. En 1867, ils créent la Riordon Pulp and Paper Company. Alors, excusez-moi mon anglais, de la prononciation. Ils ont construit une usine de papier journal dans la région du canal Welland, entre le lac Ontario et le lac Erie. Niagara Falls, si vous voulez. Ils utilisent comme matière première des chiffons et de la paille. L'entreprise n'arrête pas de progresser et d'augmenter ses droits de coupe jusque dans les années 1920. Mais là, la dépression commence déjà à se faire sentir. C'était après la Première Guerre mondiale de 1914-1918, souvenons-nous. Et les frères Riordon se retrouvent avec un surplus d'approvisionnement très coûteux et se voient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations financières. Pendant ce temps-là, du côté américain, 17 usines de papier journal du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Vermont et du nord de l'État de New York s'unissent le 31 janvier 1898 pour former une nouvelle entité, l'International Paper Company. Ces compagnies-là possédaient déjà des territoires forestiers au Canada. Nous allons aborder cette fois l'interdiction d'exportation vers les États-Unis. Une grande partie du bois servant à alimenter les usines américaines était importé du Canada. En 1910, le gouvernement du Québec, alors dirigé par le premier ministre libéral Lomer Gouin, interdit pratiquement toute exportation de bois coupé sur ces terres. Les autres provinces suivirent l'exemple. La transformation de nos arbres en papier devra désormais se faire sur nos terrains, c'est-à-dire au Québec. Les pourparlers s'intensifient et les actions suivent. La CIP s'installe à la Sun Life à Montréal. En 1925, on crée une nouvelle compagnie canadienne. On l'appellera la Canadian International Paper. La nouvelle CIP installe son siège social dans l'édifice de la Sun Life à Montréal. Ce sera une filiale canadienne autonome de l'International Paper IP américaine. En 1925, la CIP se porte acquéreur des droits de coupe de la Riordon Pulp and Paper, mais aussi de tous les acquis de cette compagnie, pour la somme de plus de 3 millions. Elle se sent libre d'exploiter les forêts du Québec en toute légalité. Malgré le contexte économique difficile, la CIP décide quand même de construire une méga-usine dans la région très agricole de Templeton West. Ce territoire deviendra industriel et donnera naissance à une ville champignon qui portera le nom que nous connaissons tous maintenant, Gatineau. L'expropriation des terres agricoles. C'est au cours d'une réunion du conseil municipal de Templeton West que tout ça se décide. Le 7 décembre 1925, les élus, dirigés par le maire John Murphy, acceptent avec enthousiasme l'implantation de la CIP sur ces terrains. Les cultivateurs des fermes suivantes seront expropriés, mais avec des compensations raisonnables, semble-t-il. Ce sont Dugal-Duprat, Davidson, Sabourin, Monette-Léger, Pierre Mador, Samuel Rourke,
Thomas Rollin, Charles Goyette, Léon Berlinguet, Waters, Philémon Paiement et peut-être quelques autres. Plusieurs d'entre eux trouveront même du travail à l'usine. Le début de la construction. La CIP engage la Fraser Brace Construction Company pour construire son usine sur la rive nord de la rivière des Outaouais et en face de l'île Kettle, au coût de 26 millions de dollars, une véritable fortune à l'époque. Les travaux commencent en janvier 1926 et se poursuivent jour et nuit, 7 jours par semaine. 3000 hommes venus de partout en quête de travail, mais aussi des endroits plus éloignés de la province du Québec, ainsi que de l'Ontario. Ils logent dans des baraques qu'ils construisent eux-mêmes sur place. Pas une minute à perdre. On pense à l'essentiel, dormir, manger, services sanitaires. Suivent le bureau de comptabilité, d'architectes, d'ingénieurs. Une baraque pour les femmes de ménage et les serveuses dans les cafétérias et même un petit hôpital de chantier et une école. C'est formidable, hein? Plusieurs travailleurs seront aussi embauchés pour travailler à l'intérieur de l'usine une fois construite. Les sables pour les fondations. Nos sources démontrent que la Fraser Brace aurait acheté des poches de ciment de la Canada Cement. Cette carrière a été remplie d'eau et fait maintenant partie du casino du lac Lémy dans le secteur de Hull. C'est très intéressant. La Fraser Brace a utilisé le sable des berges des îles Petrie du côté de l'Ontario à environ 3 km en aval de la future usine pour faire le mixage voulu pour les fondations de l'usine. Les ouvriers ont fait le mélange à la main. Le bateau Glen Isle, qui accostait un gros quai construit pour l'occasion, faisait le transport aller-retour du sable qui était siphonné par des pompes dans des contenants, probablement tirés par des chevaux, jusqu'aux endroits de mixage, c'est-à-dire où on coulait les fondations. Cette fois, on va aborder les bûcherons, la drave et les barrages. 4000 bûcherons sont déjà à l'œuvre dans les forêts de la Haute-Gatineau pour débuter l'approvisionnement de l'usine de Gatineau par le flottage des bilots sur la rivière. L'organisation et la synchronisation de cette compagnie, la CIP, est vraiment phénoménale. Une distance de 547 km et un déclin de 42,6 mètres. L'épinette noire en abondance était privilégiée à cause de ses fibres ligneuses. En 1925, la CIP, en partenariat avec la EBAD, crée une filiale, la Gatineau Boom, qui assume l'ensemble des activités de flottage du bois. Drave, draveur. Il y aurait tout un chapitre à dire là-dessus. Donc c'est vrai, j'imagine. En même temps, la CIP planifie l'aménagement des ressources hydrauliques de la rivière Gatineau et l'utilisation d'une partie de cette énergie pour alimenter son usine. En 1927, les centrales hydroélectriques des rapides Farmers et Chelsea sont déjà en service et la centrale Paugan suivra en 1928. Finalement, il y aura 94 maisons pour les employés. Les administrateurs de l'usine qui venaient de la Nouvelle-Angleterre s'installent à Gatineau, dans un quartier tout près de l'usine qu'on appellera le Town Site. Mais on connaît mieux de nos jours les rues Poplar et James Murray, qui sont classées patrimoniales. C'est-à-dire tout le quartier est classé patrimonial avec ses beaux arbres qui se croisent au-dessus de la rue. Les magnifiques maisons sont d'un style unique et sont repris de la Nouvelle-Angleterre, d'où viennent les grands patrons de l'usine. En plus des 25 maisons logeant ces cadres, la compagnie construit simultanément environ 70 autres maisons pour ses travailleurs. La totalité des maisons seront louées, même aux gérants de l'usine. En revanche, la compagnie fournit tous les services, que ce soit de l'eau courante jusqu'à la cueillette des ordures. Voilà, donc je vais interrompre ici la lecture donc, du récit de Bernard Lacroix. Je trouve que c'est un récit très intéressant et on y voit la naissance du Vieux-Gatineau, la naissance de la CIP, la naissance du Vieux-Gatineau et les fondations, en fin de compte, de ce qui va être le Gatineau d'aujourd'hui. Donc, c'est avec plaisir que dans notre prochaine balado-diffusion, à la fin du mois de mars, je poursuivrai le récit de ce que nous a vraiment très bien préparé Bernard Lacroix. Et nous tenons tous à la rue à le remercier pour ce formidable travail aussi d'investigation qu'il a fait, puisqu'il a aussi contacté des personnes pour lui donner des informations supplémentaires sur la CIP. Voilà, donc maintenant je vais poursuivre donc les informations avec les infos de la rue.
Donc aujourd'hui, donc ce 4 mars 2020, j'aimerais vous parler en fait de l'interchantier du 8 février 2020. Donc ce samedi-là, le 8 février, nous avons eu un interchantier qui a réuni beaucoup de monde. On était plus d'une cinquantaine à être présents pour cet interchantier-là. La thématique était construire ensemble le vieux Gatineau. La rencontre nous a permis de travailler tous ensemble sur une refonte en fait des activités de la RUI, de récolter des effets, d'avoir un atelier de réflexion collective sur nos façons de travailler ensemble. La rencontre s'est conclue avec une proposition pour la poursuite des travaux visant à actualiser le plan d'action de la RUI. Il a été convenu que les prochaines rencontres de chantier prévues seraient les 19 février, le 25 mars et le 22 avril, et se transformeront en interchantier afin que toutes et tous puissent travailler sur le plan d'action. Notre rencontre du 19 février 2020 s'est très bien déroulée ici donc au comité de vie de quartier. C'était à ce moment-là donc la mise à jour du plan d'action. Je voulais vous dire aussi que notre prochaine rencontre donc, sera le mercredi 25 mars 2020, comme dit précédemment, et nous allons aborder les actions à mettre en place, les axes et les mécanismes de suivi. Alors surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des demandes. Contactez Mélanie ou moi-même Eric au 819 893 4300 ou alors au Rui Vieux Gatineau à commercial-gmail.com ou mobilisation Rui VG à commercial-gmail.com. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on va se retrouver bientôt pour une troisième balado avec la poursuite et la fin de l'histoire du Vieux Gatineau. Et puis, l'amorce de nouvelles baladodiffusions. Passez une belle journée et à bientôt.